Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous parler du Timefest. Le Timefest, c'est tout simplement le rêve de 4 potes qui se concrétise. À savoir un salon horloger comprenant plus de 50 marques indépendantes dans un lieu magique, l'Institut culturel Bernard Magré, un magnifique château en plein Bordeaux. Le Timefest, c'est une occasion unique de rencontrer les fondateurs ou les repreneurs des marques indépendantes les plus inspirantes du moment. Mais c'est aussi l'opportunité de voir et essayer tous les modèles que vous aimez. Sans oublier un programme de conférences hyper intéressantes. Le tout dans un écrin mêlant subtilement l'élégance d'un château du 18e sur fond de magnifiques œuvres de street art. Jérémy, Aurélien, Maverick et moi-même vous attendons avec impatience pour profiter ensemble de ce moment fort entre passionnés. Ça se passe les 15 et 16 juin prochains, l'entrée est gratuite mais sur réservation, exclusivement sur le site timefest.fr, timefest.fr. Il ne manque plus que vous. Allez, on passe au sujet du jour. Aujourd'hui, je vous propose une battle qui fait couler beaucoup d'encre, et ce depuis des années. Je vais vous livrer les 5 raisons principales pour lesquelles je préfère, sans la moindre hésitation, les Rolex vintage aux modernes. Et vous allez voir que les arguments ne manquent pas. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, tout d'abord, avant de commencer, sachez que ce n'est pas parce que je préfère, et de loin, les Rolex vintage, que je n'aime pas certaines modernes. Il existe en effet des modèles actuels hyper recommandable. Mais je vous en parle en fin d'épisode avec les refs et tout. Pour commencer, je vous propose de donner une définition simple et claire de ce que l'on peut considérer comme vintage chez Rolex. Selon moi, on peut désormais qualifier de vintage les Rolex jusqu'à la grosse vague de changements survenue à partir de 2008 avec l'apparition de la céramique, dont la GMT Master 2 inaugura le concept sur la référence 116-710. Et je peux vous en parler de ce changement avec beaucoup de précision, car je l'ai vécu en live, de l'intérieur, à l'époque, troquant ma 16710, donc GMT Master de coque des années 2000, contre une GMT céramique noire, aiguille GMT verte, première du nom. Au début, j'étais tout excité de ces évolutions de géant en termes de qualité perçue, de finition. On était clairement à l'aune d'une nouvelle ère, et ça se sentait en portant la montre. Rolex avait tapé un grand coup afin de conserver son image d'excellence, sachant qu'ils avaient accusé un certain retard sur le sujet à l'époque. Donc oui, en effet, tout ce qui avait été produit avant semblait déjà vintage. Les maillons Oyster semi-blindés, la boucle en tôle emboutie, les cornes plus fines, le disque de lunettes en aluminium, etc., etc. Mais avant de plonger dans le sujet, pour moi, il y a 2 catégories de Rolex vintage. Tout d'abord, celle aux index peints et aux verres plexi, majoritairement celle des années 60, 70, 80 pour faire simple. Puis apparaissent les vintage aux index cerclés et cadrans laqués, le tout surmonté d'une glace saphir. Et qui dit 2 catégories, dit 2 usages et 2 façons de les porter. Allez, on commence par la première des 5 raisons de préférer les Rolex vintage aux modernes. Tout d'abord, la légèreté. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé tour à tour une Rolex vintage puis une actuelle, mais ce qui frappe en premier lieu est la différence de poids. La première est hyper agréable à porter et se fait oublier, même en cas de forte chaleur, et la seconde paraît vraiment trop lourde en comparaison. En bref, toutes ces Rolex modernes souffrent d'un embonpoint que je qualifierais d'excessif. Et ce qui est vrai pour les modernes professionnels, GMT, Sub, Explo, l'est aussi pour la plupart des pièces du catalogue. Récemment, je suis retombé sur des photos de 2018 où je m'étais amusé à peser ma GMT Master de 1982 ainsi que ma 1680 de 78. Mais avant de vous donner ces poids, je vais vous indiquer ceux de leurs versions actuelles. Une Submariner référence 126-610 LN pèse approximativement 160 grammes, ce qui n'est pas rien au poignet. Je peux vous dire qu'on la sent. Alors oui, elle possède le fameux système Glide Lock permettant d'ajuster le bracelet à votre poignet lorsque ce dernier gonfle avec la chaleur, c'est vrai, mais ça n'effacera pas le poids. Vous n'êtes pas prêt d'entendre ce chiffre. La Submariner 1680, donc son arrière-grand-mère en quelque sorte, ne pèse que 114 grammes, soit près de 30% de moins. Et si on tourne les chiffres dans l'autre sens, c'est encore pire. La Sub a donc pris près de 50% de poids en plus de 40 ans. Éloquent, non ? Faisons la même chose avec la famille des GMT Master. Même procédé, même punition. La version actuelle, soit la référence 126-710 GRNR, pèse approximativement 150 grammes. Sa version des années 80, soit une 16750, pèse seulement 104 grammes. Et je peux vous dire que c'est pas la même au poignet en termes de confort et de portée. Je vous invite donc à passer vintage et moderne au poignet et à vous faire votre propre opinion. Et je suis sûr que vous vous rappellerez de cet épisode à ce moment précis. Deuxième bonne raison, l'équilibre général. Lorsqu'on regarde attentivement et dans les moindres détails une Rolex vintage, ce qui frappe le plus selon moi est la sensation d'un design pur, équilibré, maîtrisé, parfaitement proportionné. En effet, Rolex avait depuis des décennies peu ou prou le même design et les mêmes proportions, jusqu'à cette fameuse évolution, ce nouveau virage en 2008. Avant d'aller plus loin et pour mieux comprendre, il faut également se remettre dans le contexte de la fin des années 2000 afin d'avoir une lecture éclairée du phénomène.
Après les années 2000, on entre de plein pied dans une période trouble côté style horloger. Quasiment toutes les marques horlogères de luxe s'engouffrent dans une sorte de mode s'exprimant à travers une course au diamètre, aux matières extravagantes, aux couleurs voyantes. Tout doit être superlatif, ça doit se voir. L'on voit donc apparaître un peu partout des modèles plus ou moins heureux de la part des marques. Et Rolex dans tout ça. Rolex, bien que jouissant toujours d'une réputation sans faille, commence à voir ses modèles quelque peu datés, peu modifiés depuis des années. Ou en tout cas, avec des évolutions peu visibles pour un œil non aguerri. Mais Rolex ne compte pas en rester là, mais bien se montrer proactif. La marque décide donc de reprendre l'avantage et de grandement moderniser l'ensemble de la gamme en effectuant un pas de géant sur tous les plans. Ça passera par l'arrivée de la céramique, le changement des bracelets, le changement des boucles, l'évolution des mouvements et surtout l'apparition de proportions dont la marque ne nous avait pas habitués. Leur vrai coup de génie, en revanche, sera de ne pas avoir cédé aux sirènes du grand diamètre et de ne pas avoir modifié le diamètre de la grande majorité de leurs modèles. En tout cas, pas dans les mêmes proportions que leurs concurrents qui sont partis dans des délires qui prêtent à sourire aujourd'hui. C'est pour ça que, chez Rolex, une sub de la fin des années 2000, par exemple, paraît déjà très différente et vintage, marquant une vraie rupture avec une sub d'aujourd'hui. Elles sont très désirables, alors que leurs concurrentes de l'époque sont pour certaines importables aujourd'hui, car ultra datées, mais dans le mauvais sens du terme. Les modèles vintage arborent des boîtes fines, des chanfreins, un brossé très particulier et propre à cette ère. Et n'hésitez pas à le faire quand vous les essayerez sur des Rolex vintage, vous sentez sous le doigt le brossé sur la corne qui est très différent du brossé qu'on peut retrouver maintenant sur les Rolex modernes. Les modèles maintenant se voient affublés d'un gain substantiel en termes d'épaisseur, avec des cornes bodybuildées, des index et des aiguilles beaucoup trop grossiers. La meilleure illustration selon moi demeure l'Explorer 2 actuel, avec ses aiguilles beaucoup trop larges, un diamètre de 42 mm, des grosses cornes, bien qu'ayant été rabotées entre-temps. Elle est le symbole même de cette évolution quelque peu hâtive de la part de la marque. Je suis même étonné qu'elle soit encore en l'état au catalogue. La preuve en est, depuis quelques années, la marque à la couronne revient à des designs se rapprochant des modèles anciens, avec par exemple le retour massif de la Datejust au diamètre de 36 mm et aux cornes fines, plus fidèles à l'original. Idem pour la Daytona, reprenant des index plus fins, que l'on retrouvait sur des références antérieures. Même l'Explorer revient à des choses plus raisonnables. Mais je dois avouer qu'il y a un détail que je n'aime vraiment pas sur les Rolex modernes et qui m'a toujours chagriné depuis que j'en ai possédé. Ce réo gravé Rolex, 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 Rolex. Un côté matu vu, tout l'inverse du quiet luxury que je chéris depuis toujours. Passons à la troisième raison. La patine. En achetant une Rolex vintage, vous avez une pièce qui évolue dans le temps, tant au niveau du cadran, qui dans certains cas peut changer de couleur par exemple, au niveau des aiguilles et index au tritium, qui peuvent virer en une jolie couleur beige ou brune, apportant une chaleur incomparable à l'ensemble. Sans parler de la lunette, dont les couleurs peuvent se trouver modifiées à force d'exposition aux UV. Bref, la montre est organique en quelque sorte. Elle vit et évolue avec le temps, ce qui la rend terriblement attachante. Et surtout vous gratifie de posséder une pièce unique, une pièce bien à vous. Et ça, aucune Rolex moderne ne pourra jamais vous l'offrir. Aujourd'hui, les Rolex sont, théoriquement bien sûr, faites pour durer éternellement et permettre une utilisation parfaitement conforme et sans altération dans le temps. Elles ont même été conçues pour ça. Et c'est là d'ailleurs tout le paradoxe. Les vintage, perfectibles et plus fragiles, ont été utilisés comme de vrais tool watch, à des époques où ces montres étaient de véritables instruments professionnels. Les Rolex de nos jours sont certes extrêmement robustes et très bien conçus, mais sont devenus des montres de bureau, avec tout ce que ça a de clinique, ne voyant, pour la grande majorité, jamais la moindre goutte d'eau, jamais la moindre sollicitation en milieu hostile. Quelle ironie du sort, vous ne trouvez pas ? Bien sûr, je ne peux pas clore ce point sans vous parler de la chaleur incomparable du plexi, en opposition à la froideur clinique du saphir. Le plexi joue avec la lumière comme aucun autre matériau et magnifie votre cadran, contribuant à ce style incomparable du vintage. Et je ne parle même pas de leur forme, de leur courbure qui apporte encore une touche supplémentaire, avec notamment les fameux Tropic 39 par exemple, appelés Superdome, que l'on retrouve sur les Sea Dwellers des années 70, les légendaires 1665. Ça me fait naturellement venir au quatrième point. Le look de baroudeuse de la Rolex vintage. Et là, on met le doigt sur un point essentiel chez Rolex, sa schizophrénie. En effet, on parle souvent d'une double image de la part de cette marque auprès du public, à savoir, d'un côté, une image bling-bling, même si je déteste ce terme, alimentée par la fameuse déclaration de Jacques Séguéla, alimentée également par le porté trop large façon gourmette de Nicolas Sarkozy du temps de son premier mandat, mais aussi tout le status symbol que cette marque représente. L'accession à un marqueur de richesse voyant pour le commun des mortels, et justement suralimentée par les modèles toujours plus brillants et tape à l'œil de ces 15 dernières années.
Et de l'autre, Rolex jouit, à juste titre, d'une solide réputation de montre d'exploration, avec des histoires, des légendes, toutes plus incroyables les unes que les autres. Et si on fait une grosse maille, on peut facilement mettre dans la case bling un certain nombre de modernes et dans la case de légende et d'exploration la plupart des vintage, même si le béotien de base ne fera pas la différence. Voilà pourquoi, personnellement, je ne me reconnais plus dans les productions et plus largement la communication actuelle de Rolex, alors que paradoxalement, j'adore cette marque. Pour ma part, je trouve qu'une vintage, même professionnelle, demeure très élégante en toutes circonstances. Ses proportions, ses couleurs, ses matériaux, ses dimensions, son style et tout simplement ce qu'elle dégage. À savoir, une image moins tapageuse, plus portable et plus discrète. 5e et dernier point, les listes d'attente. Même si la plupart d'entre nous ont l'impression de toujours les avoir connues, il faut savoir que les listes d'attente sont un phénomène assez récent chez Rolex. On parle globalement de 10-15 ans max, sachant que le phénomène s'est vraiment amplifié depuis seulement quelques années. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un énorme red flag, un gigantesque no-go. Alors, je ne vais pas refaire le match ici, ça a déjà été débattu des centaines de fois, mais pour moi, en tant qu'amateur, la démarche de venir demander à être inscrit sur une liste d'attente en vue d'avoir l'immense chance de pouvoir dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une montre que tout le vulgum pécos d'Instagram se dispute. Non merci. Ce n'est en aucun cas ma définition du luxe, ni du processus d'achat d'un article de luxe. En tout cas, pas pour moi. Sachant qu'au même moment, de magnifiques modèles vintage, des pépites, de véritables œuvres d'art, comme dirait Gérard Vautrin, vous attendent sagement dans des boutiques de vintage, conseillées par des professionnels passionnés qui prendront le temps de vous éclairer. Et je vais même vous donner un 6e point. Allez, c'est cadeau, ça me fait plaisir. En achetant du vintage, vous payez un prix beaucoup plus cohérent et beaucoup moins sujet à fluctuation. Vous savez pourquoi ? Car le prix est davantage le reflet de la qualité de la pièce et surtout de sa rareté, contrairement à du neuf. Un modèle vintage en bel état est un bien d'une relative rareté. En effet, une 1680 par exemple, comprenez une Submariner date vintage, ne sera plus jamais produite et son nombre ne cessera de diminuer. Alors que dans le neuf, ce n'est pas vrai. Pour s'en convaincre, c'est très simple. Il suffit d'aller voir les quantités de Rolex neuves et ou gris que vous allez constater sur Chrono24. Amusez-vous à taper Rolex GMT Master 2, Rolex Submariner, Rolex Daytona, Rolex Digest et tapez années 2022, 2023 et 2024 par exemple. Et vous allez voir la quantité de montres neuves que vous allez avoir en liste. Rareté, vous disiez ? Alors que des belles pièces vintage, en bel état de conservation, d'une belle qualité, sont beaucoup moins légion. Dans le neuf, quand on est sur liste et qu'on ne veut pas attendre des années, on se rabat bien souvent sur du gris. Et cette impatience, croyez-moi, on la paye très cher. Dans le vintage, la montre est bien moins un objet de spéculation qu'un moyen de sécuriser son argent tout en se faisant plaisir. Donc naturellement, les profils d'amateurs que vous y rencontrerez seront assez différents. Pour résumer, vous l'avez compris, je suis un fervent amateur des versions vintage des modèles de chez Rolex. Et si malgré toutes ces bonnes raisons, vous n'avez toujours pas l'occasion de franchir le pas, je ne saurais que trop vous conseiller de pousser les portes d'un vendeur vintage et d'en passer une au poignet. Il y a fort à parier que l'émotion vous envahisse. Et pour ceux qui le désirent, vous savez que je peux vous accompagner pour trouver la pièce qui vous conviendra le mieux. N'hésitez pas à m'envoyer un DM en ce sens. Allez, pour finir, comme promis, je vous donne un top des rêves modernes que j'apprécie tout particulièrement. Numéro 1, évidemment, la Rolex Submariner sans date, référence 124-060 en 41 mm. Alors évidemment, elle a un petit peu grossi et grandi depuis quelques temps. Enfin, elle a plus grandi que grossi d'ailleurs, puisque les cornes ont été affinées depuis quelques années, mais ça reste une montre full brossée, qui garde quand même, je trouve, encore l'ADN et le côté tool que j'aime beaucoup. Elle est relativement sobre, même si sa lunette céramique est assez brillante, mais voilà, c'est pur, c'est équilibré, il n'y a pas la date. Elle conserve quand même l'esprit tool, donc c'est vraiment une montre que je vous conseille pour du neuf, en tout cas chez Rolex, c'est vraiment top. Deuxième modèle que j'aime énormément, on est dans la pureté absolue, c'est la fameuse OP, celle qu'on appelle l'Oyster Perpetual, en 36 ou en 41 sur les poignets. Alors, je suis pas du genre à vous dire de prendre que la 36 mm, parce que si vous avez un poignet de 18-19 par exemple, un 36 va être, je pense, ridicule sur votre poignet. Donc, essayez les montres, et ça c'est vraiment très important. Quand vous allez essayer les deux, vous avez la chance maintenant chez les distributeurs Rolex, alors ils ont leurs défauts, mais ils ont quand même la grande qualité maintenant d'avoir des modèles d'exposition que vous pouvez essayer en boutique. N'hésitez pas à pousser les portes des AD, essayez ces montres, et vous allez voir, ça va être une évidence pour vous de prendre ou la 36 ou la 41. Donc, l'Oyster Perpetual, la fameuse OP, vous avez la référence en 36 mm qui est la 126 000,
donc 126 000, et la version 41 mm qui est la 124-300. Les couleurs de cadran sont très belles, donc il y a le noir gris foncé, soleillé qui est magnifique, il y a un bleu qui est sublime, et il y a un vert qui est très très beau. Les diamètres et les proportions, on retrouve en fait tout ce qu'on aime chez Rolex, c'est parfait. Les proportions, le bracelet, tout est bien, les cornes sont belles, ça tombe parfaitement sur le poignet, donc vraiment essayez cette montre. C'est la forme ultime, c'est la plus pure du boîtier Oyster qu'ils ont vraiment conservé et qui retrouve la forme originelle. Et ça, j'aime beaucoup. C'est très portable en toutes circonstances, c'est élégant et sportif à la fois. Et c'est une montre qui est encore relativement abordable. Ensuite et enfin, on reste pas dans la même famille, dans quelque chose qui ressemble relativement. Et je l'ai eu cette montre et je l'ai beaucoup aimée. C'est la Rolex Explorer, ou en 36 ou en 40 mm. Et vraiment, ce sont deux montres que j'aime beaucoup. La 36... est très belle, elle a quand même ma préférence, je dois avouer. C'est la référence 124-270 et la 40 mm qui est vraiment très très belle pour l'avoir eue. C'est la 224-270. Ce sont des montres qui sont très sobres. On retrouve le 369 avec les chiffres qui sont vraiment cool. On retrouve les aiguilles et l'aiguille des heures Mercedes. Donc elle a un petit côté en plus de l'OP qui est sympa parce qu'elle est un peu plus sportive et c'est quand même une montre légendaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à retourner sur les épisodes que j'ai tournés et que j'ai enregistrés avec Dylan Trekking. On a parlé de ça, on a parlé de l'ascension de l'Everest, etc. On ne ménage pas la référence, mais vous savez qu'on a qui aime bien châtie bien, comme on dit, et on a vraiment un amour. Et moi, le premier, j'ai vraiment un amour pour cette marque. Et en termes d'exploration, c'est une marque qui n'a rien à prouver et qui est inégalée et inégalable à ce jour, selon moi. Donc cette Explorer en 36 ou en 40, cadran noir toujours, full brossé toujours, et c'est ça que j'aime. On n'est pas sur cette version et sur ces versions de montre avec le maillon central poli que je ne supporte pas. Et elle est encore une fois, à peu près abordable en première ou en seconde main. Donc n'hésitez pas à essayer ces trois références qui sont très belles. Il y en a bien sûr d'autres, la Sky Dweller, je sais qu'elle est assez controversée, ou qui est quand même le monde de la complication chez Rolex, c'est assez rare pour être souligné. La nouvelle version de la Daytona, que j'aime beaucoup par exemple, que je trouve qui renoue un petit peu avec ce qu'on aime, qui a retrouvé ses index fins. J'ai quand même un gros problème, moi, avec les nouvelles Daytona et les Daytona depuis un certain nombre d'années. C'est ces cadrans et ces sous-cadrans qui ne sont plus centrés dans la boîte. Amusez-vous, et je vais vous montrer justement en vidéo. Dans la vidéo, vous les verrez. Je vous montrerai l'ancienne disposition, et je suis sûr que beaucoup n'ont pas fait attention à ça, mais maintenant je vais vous le dire, ça va vous péter à la tronche, et vous allez voir que ça. Et je sais que vous allez me détester, parce que maintenant, vous allez voir plus que ça à chaque fois que vous regardez les Dayto avec les nouvelles refs. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Le génie, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Jeff Bezos. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!